bonjour et bienvenue à cette édition des Monstres dans le placard invite. C'est la nouvelle lune et qui dit nouvelle lune dit nouvelle invitée. Et Simon, moi je suis vraiment contente parce qu'on cherchait sans relâche quelqu'un qui pouvait nous parler de la fameuse paralysie du sommeil parce que, évidemment, c'est quelque chose qui revient souvent lorsqu'on parle de monstres, de démons, Oui, d'aliens et tout. on en a parlé pour les aliens, on en a parlé pour les fantômes, on en a parlé un peu Les pour démons les aussi. démons, le diable. Et c'est comme quelque chose qui est peu connu, qui est un phénomène bien réel, mais peu connu et complètement fréquent. Et donc, ce qui est vraiment cool, c'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas comment c'est arrivé, mais tu nous as déniché une experte. Ben, c'est des gens, des amis qui m'ont chaudement recommandé. Donc, Jessica Lebel, qui est une spécialiste du sommeil, si je peux dire. Bonjour, C'est Jessica. ça, exactement. Bonjour. Donc, est-ce que tu peux un peu parler de toi, là, que les auditeurs puissent voir c'est quoi ton expérience par rapport au sommeil, parce que tu es vraiment calée en la matière, là. Oui, c'est ça. En fait, moi, j'ai mon parcours en psychologie, en recherche en psychologie, et ma spécialisation, c'est le sommeil. Donc, j'ai fait ma maîtrise là, en recherche en psychologie et mon mémoire, c'était sur l'insomnie plus particulièrement. Mais j'ai aussi là, toute une gamme de spécialisations dans le sommeil, que ce soit le sommeil normal, le sommeil avec des troubles, les cauchemars, la paralysie du sommeil aussi, qui m'intéresse beaucoup. En fait, je donne des cours au cégep, puis je dis tout le temps à mes étudiants que c'est mon trouble préféré. Avec raison, c'est assez terrifiant quand même. Mais justement, parlant de voir des ombres bouger, j'ai cru remarquer que tu avais une ombre sur ton lit qui était en train de bouger. Je pensais que c'était un coussin, mais non, c'est vivant. Non, des fois, on va voir là, des petits yeux. C'est mon chat noir. Donc, comme ça fit dans l'ambiance, mon chat est venu avec moi là, pour le podcast. Si le monstre de la paralysie du sommeil était un petit chat noir, ce serait beaucoup moins épeurant, je pense. Ce serait plus rassurant. Mais bon. C'est ça, exactement. Ça serait moins terrifiant, la paralysie, si c'était un beau petit chat. Mais là, on a tellement de questions, puis je ne sais pas tout à fait par où commencer. Alors, ben, allons-y au feeling. La paralysie du sommeil, à proprement parler, c'est quoi? En quoi ça consiste pour ceux qui ne connaissent pas? Oui, mais la paralysie du sommeil, ça le dit dans le titre, c'est une paralysie pendant en fait, le sommeil, mais en fait, c'est plus à l'éveil. Donc, c'est le fait de se réveiller puis d'être paralysé. Donc, le corps est paralysé, mais on est encore dans le stade de rêve. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le sommeil, il y a plusieurs stades différents. Donc, le stade de sommeil paradoxal, c'est le stade de sommeil de rêve. C'est un des stades. Donc, il y a les stades de sommeil léger et les stades de sommeil profond. Donc, quand on dort, on a différents processus, différentes choses qui vont se passer dans notre corps, dans notre cerveau. Puis, dans le sommeil paradoxal, le sommeil de rêve, c'est là où on va faire les rêves les plus vivides, là. Ceux qui ont une histoire, c'est pas nécessairement logique, mais il y a des choses qui arrivent, on a des sensations, on voit des choses, on entend des choses. Donc, ça, c'est le sommeil paradoxal. Puis, il s'appelle paradoxal parce que le cerveau est très, très, très actif. Donc, pratiquement autant actif que quand on est réveillé. C'est pour ça qu'on a des rêves comme ça, des rêves autant vifs. Dans ce stade de sommeil-là, on est paralysé. Donc, le corps, normalement, puis c'est ce qu'on veut, parce qu'on ne voudrait pas que notre corps, des fois, ait des petits bugs, puis qu'on se mette à bouger pendant nos rêves. Ça serait dangereux parce que nos rêves, ils peuvent être actifs, ils peuvent être un peu agressifs des fois, donc on veut rester couché. Mais des fois, notre cerveau a un bug, puis on se réveille d'une période de sommeil paradoxal. Donc, on se réveille, mais on est encore dans le rêve. Alors là, ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce qu'on ressent, c'est plus un rêve, c'est des hallucinations. Oh! Donc, ça se superpose à ce paralysé. OK, c'est ça. Donc, ça se superpose à ce qu'on voit pour vrai. Les deux signaux s'interfèrent, là. C'est ça. C'est ça, c'est comme la réalité augmentée. Là, ouais, avec... C'est ça, c'est comme une couche de rêve sur ce que tu vois pour de vrai. Oh. Exactement, donc il y a encore des mécanismes du rêve. Donc, on voit des choses, on interprète des choses qu'on voit,
mais on les interprète mal. Notre système d'alarme est tout allumé parce que les rêves sont très associés aux émotions. Donc, le système limbique, le système d'alarme, tout ça, tous nos processus dans notre cerveau, c'est le système d'alarme, il est allumé. Là. Donc, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, c'est étrange. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Le système d'alarme, il dit c'est peut-être dangereux, donc on va l'interpréter comme un danger. On va avoir toutes les sensations reliées au danger, la respiration rapide, le cœur qui bat, on peut avoir de la sudation aussi. Là, donc, tout ça, ça va être éveillé en même temps que nous et parti avec tout le chamboulement qui arrive dans la paralysie du sommeil. Est-ce que c'est un phénomène qui est fréquent? Est-ce que la majorité du monde en vit ou c'est que seulement certaines personnes? C'est très fréquent. Donc, les statistiques exactes, là, c'est un peu flou parce que, tu sais, des fois, les gens, ils reconnaissent pas ça comme étant de la paralysie du sommeil. Des fois, ça peut durer quelques secondes, on s'en rend pas nécessairement compte. Des fois, ça peut durer plusieurs minutes, donc ça peut aller jusqu'à 20 minutes, là, un épisode de paralysie du sommeil. Oui, donc ça peut être assez long. D'être terrifié pendant 20 minutes, ça peut être plate. Moi, je l'ai vécu 2 fois dans ma vie, en tout cas, que je m'en suis souvenue, puis j'avais l'impression que ça a duré une éternité, mais j'ai aucune idée de combien de temps ça a duré. J'avais lu un peu sur le phénomène, puis il disait que ça durait moins longtemps que ce qu'on percevait, là. Oui, mais tu sais, souvent, quand on est terrifié, on a peut-être une mauvaise perception de tout aussi. Est-ce que c'est vrai? Parce que moi, ce que je voyais, c'était une espèce de forme humaine, comme une ombre. Apparemment, ce serait souvent ça qui serait perçu. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça peut être lié à quelque chose en particulier? Pourquoi on verrait quelque chose d'humanoïde, d'après toi? Il y a plusieurs choses qui peuvent arriver. Halluciner, on va dire ça comme ça, halluciner une personne, un être, une ombre dans le coin d'un mur, un être qu'on peut interpréter comme un démon, comme un extraterrestre. C'est très, très commun, mais il y a d'autres choses qui peuvent arriver. Donc, l'hallucination visuelle, c'est juste une seule manifestation de la paralysie du sommeil. Okay. Donc, on peut avoir des hallucinations auditives. Donc, on peut rien voir d'autre que notre chambre, mais dès qu'il y a une petite ombre, peut-être que là, notre cerveau va l'interpréter. On peut halluciner, c'est ça, des bruits, des sons, des personnes qui parlent, des bruits de pas, des choses qui claquent à l'extérieur de la chambre. On peut aussi avoir des hallucinations plus d'ordre corporel. Donc, avoir l'impression que quelque chose nous touche, avoir un poids sur le chest. Qu'on a un poids sur la poitrine, que c'est difficile à respirer. Puis il y a l'autre aussi, qui est un petit peu plus ésotérique, qui est de sortir de son corps ou de flotter, d'avoir l'impression qu'on flotte à la projection astrale un petit peu. Là. Ça fait partie intégrante aussi de la paralysie du sommeil. Donc, si on a déjà vécu quelque chose comme ça peut être en lien avec la paralysie du sommeil aussi. Ah oui! Mais est-ce qu'on sait, c'est dû à quoi, ça? Je veux dire... Le cerveau, il bug souvent. Le cerveau est vraiment pas parfait. Donc, quand on parle, dans la paralysie du sommeil, on a 4 choses principales. Donc, on a l'hallucination. Donc, ça, c'est plus les sens. Et le système d'alarme, comme j'ai parlé, qui vient interpréter les hallucinations et ce qu'on voit ensemble comme étant un danger. Donc, ça, c'est l'hallucination. On a aussi la présence qui a été nommée. Donc, c'est le sentiment qu'il y a quelqu'un qui est avec nous, quelque chose qui est dangereux. Donc, c'est encore une fois là, le concept du système d'alarme qui est très, très, très actif, hyper vigilant. Donc, ça, c'est la présence. Donc, c'est pour ça que beaucoup de personnes vont mentionner avoir l'impression qu'il y a quelqu'un avec nous dans la pièce. On a aussi justement là, ces impressions-là de flotter ou de sortir de notre corps, de tourner, de spinner dans les airs, ou qu'on ne sait plus trop comment notre corps est distribué dans l'espace. Ça, c'est parce qu'on est couché. On rêve, on est debout, mais on est couché. Donc, le cerveau doit
gérer ces deux positions-là, la position réelle puis la position imaginée. Ça, c'est le système cortical vestibulaire. Donc, je ne rentrerai pas dans les gros termes. Est-ce que la sensation de tomber aussi est liée à ça? Parce que tout le monde a déjà eu l'impression de tomber à un moment donné. Ça, c'est pas pareil. Okay. La sensation de tomber, ça, c'est à l'endormissement. Donc, la majorité du temps, c'est à l'endormissement que ça va se passer. Et c'est parce que les muscles vont commencer à relaxer. Donc, le corps va vraiment relaxer, on se lâche, on relaxe finalement. Là. Et le corps, le cerveau est peut-être pas prêt ou peut-être qu'il ne se rend pas compte de qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on est supposé s'endormir? Parce que les processus du sommeil, c'est très ancré dans notre cerveau, peut-être on a eu des prédateurs, dans l'ancien temps, l'homme préhistorique avait des prédateurs. Donc ça, c'est très ancré dans notre biologie. Puis c'est dangereux dormir. C'est vraiment quelque chose qui est dangereux parce que on est vulnérable au danger, on est vulnérable aux attaques. Si on est dans la brousse et qu'on dort, ça se peut qu'on se fasse attaquer. Donc le cerveau va vraiment pas aimer ça, de relaxer ou de s'endormir. Donc, il nous envoie un petit jolt d'adrénaline juste pour dire si tu es correct. Puis là, c'est là que notre corps, notre cerveau comprend si c'est correct, j'ai pas eu de prédateur depuis des millions d'années. Je peux m'endormir. C'est super intéressant. Donc, c'est la jolt d'adrénaline qui est interprétée comme je suis en train de tomber. C'est pas je suis en train de tomber, fait que j'ai une jolt d'adrénaline. C'est ça, exactement. C'est elle qui précède. Ah, c'est super. Je t'entends parler, puis j'ai comme. Sabrina rit de moi parce qu'elle me voit faire des. Ah non, mais c'est parce que Simon, il est très, très expressif. Que je le vois, les bras dans les airs, faire tellement de sous-texte dans tes expressions, ton body language. Je te connais depuis longtemps aussi, fait que c'est parfait. C'est parce que, Jessica, tu révèles des choses qui, moi, me font absolument capoter, qui expliquent un paquet de trucs pour lesquels je ne m'étais jamais vraiment posé la question, mais finalement, je comprends des choses. Je n'ai pas vécu comme Sabrina l'impression qu'il y a quelqu'un dans ma chambre, mais j'ai souvent des hallucinations autour du sommeil, et le plus souvent, c'est des insectes. Je rêve qu'il y a des insectes qui sont dans ma proximité immédiate ou qu'il y a comme une araignée qui tombe sur mon lit, puis c'est une grosse araignée. Puis cette hallucination-là est tellement réelle que je sens l'impact de la bébête sur mon oreiller à côté de ma face. Ouais. Je suis capable de dire « Hey, là! » Je serais capable de dire la distance qu'elle est de moi. Est-ce que tu as une phobie des insectes? Ben, sais-tu, j'allais dire « Moi, non. » Mais depuis qu'on a fait l'épisode où on a parlé de la puce d'eau, je me rends compte que mon corps réagit à cette forme-là. Ben, en même temps, ça doit être un peu dans notre subconscient parce que les insectes, là encore là, on parle de le temps des cavernes et tout, mais souvent, c'était des êtres qui pouvaient être dangereux, qui pouvaient nous tuer. Fait que j'ai l'impression que notre peur des petits êtres vivants, ça vient de là, les serpents, les araignées. Là, j'ai l'impression. Absolument. Toutes ces peurs-là qui sont plus communes, là, les serpents, les araignées, les insectes, les animaux dangereux, ça peut être des ours. Là. Il y a beaucoup de personnes qui mentionnent ça. C'est pas de la paralysie du sommeil, par exemple. Ça serait plus ça serait plus des rêves ou du somnambulisme. Peut-être mélanger un peu avec des pensées cauchemardesques, que ce ne serait pas nécessairement des cauchemars à proprement parler. Parce que, tu sais, on aime ça catégoriser en recherche, mais c'est pas tout le temps facile de le faire. Puis, les catégories sont pas coupées au couteau. Donc, ça serait probablement plus, c'est ça, du somnambulisme, si tu te mets à frapper ton oreiller, puis des cauchemars ou des pensées cauchemardesques. Oui, vas-y. je vais te poser la question dans ce sens-là, dans ce cas-là. Donc, la paralysie du sommeil, c'est d'être paralysé et de voir ou entendre des choses. Mais ce que tu viens de dire, le somnambulisme, qu'on associe souvent à quelqu'un qui se lève et qui bouge, donc qui n'est pas paralysé du tout, mais qui, au réveil, au contraire de l'autre, ne se rappelle de rien. C'est quoi le principe derrière ça? Qu'est-ce qui se passe avec le somnambulisme versus la paralysie du sommeil? Le somnambulisme, des fois, on peut se souvenir de quelque chose. Des fois, on peut se souvenir qu'on était en train de penser à quelque chose ou qu'on voulait faire une action. Tu sais, le somnambulisme, ça part surtout d'une action, d'une volonté de faire quelque chose. Donc, la majorité du temps, c'est aller à la salle de bain. Mais le somnambulisme, ça va se passer dans le sommeil profond. Le sommeil profond, c'est là où le cerveau il est à off.
presque, on va dire. Il n'est pas arrêté complètement, là, mais presque. Puis le corps, normalement, il ne bouge pas beaucoup, mais il n'est pas paralysé comme en sommeil paradoxal. Et là, ce qui va se passer, c'est que le corps, il va faire des actions sans demander l'opinion à notre cortex préfrontal qui prend les décisions, qui est logique. Donc, le corps va juste faire des actions dans sa mémoire corporelle, des actions qu'on fait souvent, donc ça soit d'ouvrir la porte du frigo, d'aller à la salle de bain, par exemple. Donc ça, c'est pour ça que les somnambules vont faire des actions, mais ça ne sera pas nécessairement relié à des rêves. On ne va pas avoir une grosse histoire à raconter, donc c'est pour ça qu'on ne s'en souvient pas nécessairement. Est-ce que c'est correct de réveiller un somnambule? Là, tout le monde, sûrement à la maison, se pose la question. Il y en a qui disent « c'est dangereux, il ne faut pas faire ça ». Il y en a qui disent « oh, parle-y, donne-lui un ordre, il va retourner se coucher ». C'est pas dangereux. On va dire ça tout de suite. Ce n'est pas dangereux réveiller une personne qui est en train de faire un épisode de somnambulisme. C'est juste que c'est plate. C'est plate de se faire réveiller. D'être dans une autre pièce, on pensait qu'on dormait, puis là, soudainement, on est dans la cuisine en train de se faire dire par quelqu'un d'autre, voyons, qu'est-ce que tu fais là? C'est plate. Fait que la personne, elle peut être un peu désagréable. Il y a aussi le fait que la personne qui est somnambule, finalement, elle dort. Ouais. Si on la réveille, il faut qu'elle se rendorme. Il faut qu'elle comprenne où est-ce qu'elle est, qu'elle se réveille pleinement pour savoir qu'est-ce qui se passe, qu'elle se relaxe, qu'elle se rendorme, et là, qu'elle passe par plusieurs stades de sommeil avant de revenir au sommeil profond. Et le sommeil où qu'elle était. Donc, c'est désagréable aussi pour le sommeil de la personne, mais c'est pas dangereux. C'est drôle parce que moi, j'ai déjà fait des crises de somnambulisme, mais couchée. Dans le temps, je travaillais en cuisine, je faisais des sushis, là, mais je faisais quand même plusieurs chiffres semaine, beaucoup d'overtime, et à un moment donné, mon ex m'a raconté que j'y roulais des sushis dans le dos. Je faisais des mouvements de roulage de sushi dans son dos, puis il était comme, qu'est-ce que tu fais là? Puis j'ai dit une affaire du genre 16 maquis pour emporter. Mais j'étais couchée, tu sais, fait que c'était comme un mix de somnambulisme. Ouais, le somnambulisme, c'est pas nécessairement de se lever puis d'aller faire une action. Parler dans son sommeil, ça fait partie de la famille du somnambulisme. Comme tu dis, juste faire une action, c'est du somnambulisme aussi, là. Juste de faire une petite action. Comme tu dis, tu travaillais beaucoup, tu faisais tout le temps ces mouvements répétitifs-là. Exact. Donc, ton corps s'en souvenait puis il le faisait sans avoir besoin du cerveau. Ben, en tout cas, merci. Mais là, je pense qu'on doit revenir à nos monstres quand même. Parce que moi, je tiens à dire que quand je t'ai parlé d'émission, tu m'as dit « Hey, ça tombe bien, quand je donne des cours, j'ai un segment sur les monstres de la paralysie du sommeil, donc sur les aliens, sur les... je ne sais pas si tu peux nous en parler un peu, ce que tu enseignes. Oui, ben tu sais, la paralysie du sommeil, c'est vieux. On a toujours vécu ça. Donc, toutes les populations, toutes les cultures ont leur interprétation de la paralysie du sommeil parce que c'est biologique. C'est un concept biologique ancré dans notre corps, dans notre cerveau. Puis notre corps, notre cerveau, il n'a pas beaucoup changé là, depuis les anciens. Donc, toutes les cultures ont cette affaire-là. Puis si on ne comprend pas, tu sais, vous le dites souvent, qu'est-ce qu'on ne comprend pas, on va l'interpréter d'une certaine manière. Puis souvent, ça va aller dans le mythique, ça va aller dans le dangereux. Puis, tu sais, je regardais là, quelle culture avait des notions de paralysie du sommeil. Il y en a plus que 100 des cultures qui ont des notions, des explications différentes. Des fois, c'est les démons. Donc, la peinture là, avec le petit incube là, sur la poitrine de la personne, c'est très commun. Là, c'est comme l'image de la paralysie du sommeil. Donc, ça date des années 1700. Là. Donc, toutes les cultures ont leur explication. C'est ça. C'est un démon, c'est une sorcière, c'est un fantôme. Dans les cultures asiatiques, c'est beaucoup plus des fantômes. Dans les cultures européennes, c'est beaucoup des démons.
avec la chrétienté, là, puis le christianisme, là, c'est beaucoup des démons, les Grecs, là, c'était des succubes, des incubes, parce qu'on n'a pas parlé, il y a aussi l'aspect sexuel à la paralysie du sommeil. Donc, il peut avoir c'est pas nécessairement négatif, ça peut être positif. Et wet dreams. Oui, c'est ça. Donc, il peut y avoir certains mécanismes qui sont en jeu pendant qu'on est paralysé. Donc, il peut y avoir de la terreur, mais il peut y avoir de l'excitation sexuelle aussi. Donc, d'où le lien avec l'incube puis la succube, là, avec toute la mythologie puis les peuples grecs, plus grecs anciens. J'imagine que ça peut être mélangé aussi à des rêves érotiques. Là, si ça a l'air d'être une belle soupe de plein de choses. Là, oui, absolument. C'est un beau melting pot. C'est différent pour tout le monde. Il y en a que ça peut être sexuel, il y en a que ça peut être spirituel avec la projection astrale. Il y en a que ça peut être, justement, on n'a pas parlé, mais les extraterrestres. Quand on regarde les manifestations de la paralysie du sommeil avec les manifestations des visites des extraterrestres, se sentir flotter, voir un nombre, entendre des personnes qu'on ne voit pas trop clairement, parler dans des langages étranges, voir des lumières, ça peut être vraiment, là, on peut faire le comparatif avec les extraterrestres. Là, c'est sûr qu'il y a d'autres choses là, en ligne de compte avec les récits d'extraterrestres, mais ce qui se passe dans le lit en général, ça va être en lien avec la paralysie du sommeil quand on parle de quelque chose d'un petit peu plus étrange. Là. Ça peut aller jusqu'où? Parce que généralement, on parle de la paralysie du sommeil, des monstres de la paralysie du sommeil comme étant des ombres ou quelque chose qu'on peut imaginer, qu'on peut construire à partir de notre environnement noir immédiat, mais là, tu viens de parler de lumière, tu viens de parler de voyage astral, ça peut se rendre jusqu'où? Ça peut se rendre loin, ça dépend vraiment de chaque personne. Il y a vraiment un continuum des expériences de la paralysie du sommeil. Comme j'ai dit au début, là, il y en a que ça peut durer quelques secondes, puis être de voir des ondes, puis entendre des bruits. Il y en a que ça peut être justement la projection astrale, puis là, imaginer toute une sorte d'histoire autour de ça. Parce que le cerveau, il est bon pour imaginer des histoires. Là. Les personnes qui disent voyager, voir d'autres personnes ou se rendre dans les maisons ou les chambres de d'autres personnes. Ça peut être pendant la paralysie du sommeil. Là. C'est sûr que ça peut être un rêve aussi. Là. Il y a certaines personnes qui vont juste rêver à ça, là. Mais ça peut faire partie de la paralysie du sommeil. Donc, ça peut se rendre loin. On peut imaginer toutes sortes de choses. Puis ça va aussi chercher qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qui est dans l'imaginaire commun général de cette époque-là. Donc, aujourd'hui, on aurait moins tendance à penser que c'est des démons de l'enfer, là, à moins d'avoir ces croyances-là. On va surtout penser aujourd'hui à un intrus, quelqu'un qui est humain qui vient nous cambrioler, vient dans la chambre. Ouais. C'est ça exactement. Donc, ça va vraiment dépendre des périodes historiques, de ce qu'on va penser. Puis, on voit beaucoup plus la spiritualité sortir là, dans la paralysie du sommeil, avec cette espèce de montée-là de spiritualité non religieuse, là. Donc, avec ces impressions-là de flotter, de sortir de son corps, la projection astrale et tout ça. Là. C'est quand même un peu plus zen. On s'entend que des démons. C'est ça. C'est ça. Il y a à peu près 90% des personnes qui vivent une expérience de paralysie du sommeil qui vont dire que c'était terrifiant, mais il y a quand même d'autres personnes qui vont dire que c'était agréable, sexuel ou spirituel. Ah ouais. Mais là, admettons, parce que souvent, d'habitude, dans les émissions, on demande qu'est-ce qu'on devrait retenir et qu'est-ce qu'on devrait oublier du monstre. Mais moi, j'aimerais ça, étant donné qu'on est dans un aspect plus scientifique quand même de la chose. Mm-hmm. Aurais-tu des conseils pour avoir un meilleur sommeil? Y a-tu comme, tu sais, moi, j'avais lu plein d'affaires, là, le train du sommeil, il ne faut pas que tu le rates et tout ça. Mettons qu'on se fait un petit cours sommeil pour les nuls, là, pour être bien reposé et pas faire trop de cauchemars. As-tu des trucs pour nous? Ah, absolument. Des trucs, il y en a beaucoup. Puis, tu sais, c'est des trucs qui sont bons pour éviter la paralysie du sommeil, mais qui sont bons aussi juste en général. Parce que là, la paralysie du sommeil, ça n'arrive pas pour rien. Tu sais, c'est pas un bug qui arrive pour rien. On peut avoir une prédisposition génétique. C'est juste le fait que nos parents avaient des troubles de sommeil, donc nous, on va en avoir probablement. Puis même si eux autres, c'est pas de la paralysie, nous, ça peut être ça. Donc, il peut avoir l'aspect génétique. Mais en général, ça va arriver parce que
on est stressé parce qu'on a quelque chose qui nous trotte dans la tête. C'est pas nécessairement quelque chose de gros, là, mais quelque chose qui nous trotte dans la tête, qu'on a un mauvais horaire de sommeil. Donc, si on se couche tard, on se lève tard, puis là, le lendemain, on fait une sieste, puis on se couche tôt finalement, puis après ça, on dort pas pendant une longue période de temps parce qu'on est occupé, puis on fait quelque chose. Fait que, tu sais, les stades de sommeil, ils ne savent plus nécessairement où se lancer. Donc, ils se pitchent un peu n'importe où. Fait que si le sommeil est autant débalancé, ça peut être justement un mauvais horaire de sommeil ou voyager puis avoir un décalage horaire. C'est ça, les stades de sommeil, ils ne savent plus où se pitcher, puis c'est là qu'on peut s'endormir et juste s'endormir normalement, puis avoir comme le sommeil paradoxal qui fait son coucou, je suis là, puis tu es paralysé maintenant et tu hallucines. Donc ça, c'est si ça arrive au début de la nuit, ou si ça arrive vers la fin de la nuit, c'est parce que on s'est soudainement réveillé pendant une période de sommeil paradoxal. Puis le sommeil, c'est une switch qui est très facile à switcher. Là. Donc, s'il y a quelque chose qui arrive, un bruit, ou justement que notre cerveau est tout le temps en train de penser à quelque chose, puis là, on fait un rêve, puis là, soudainement, ça nous fait penser il fallait que je fasse quelque chose. Je donne un exemple, mais on va se réveiller puis être conscient, mais en rêve. Donc, travailler le stress, avoir un bon horaire de sommeil, donc se coucher, se lever à la même heure. Généralement, là, la semaine, la fin de semaine, travail, pas travail. Là, se coucher, se lever à la même heure, c'est vraiment ce qu'on va dire aux personnes qui font de la paralysie du sommeil récurrente. Là. Puis, on va essayer d'aller creuser aussi, est-ce qu'il y a une raison? Y a-t-il un stress? Y a-t-il des facteurs qui vont venir jouer sur le sommeil de la personne? C'est de la c'est un très, très bon conseil. Puis dernière question, est-ce qu'on a une durée idéale de sommeil? Il y a des gens qui sont des grands dormeurs, des petits dormeurs. Est-ce qu'il y a un best-of d'heures de sommeil? Là? Il y en a qui disent c'est 7 heures, il y en a qui disent ça peut être 10 heures. Mais 7 heures, c'est la moyenne. C'est pas normal, là, c'est la moyenne. C'est pas recommandé pour tout le monde, par exemple. Les personnes qui se situent dans la moyenne, c'est mettons, la moitié du monde. Le reste des personnes vont se situer plus dans la catégorie des petits dormeurs. L'autre moitié, ça va être les grands dormeurs. Donc, un petit dormeur... Mais je fais beaucoup d'anxiété. Je ne sais pas si c'est relié, là, mais je fais beaucoup d'anxiété. J'ai tendance à dormir plus. L'anxiété ou n'importe quelle condition, trouble ou période avec des symptômes de santé mentale, ça peut avoir un impact, mais on peut plus dormir ou moins dormir. Il n'y a pas une règle fixe de si on fait de l'anxiété, on va plus dormir ou moins dormir. Il y a certaines personnes que ça va se manifester différemment. Puis, je ne l'ai pas mentionné aussi, mais les personnes qui ont des troubles de santé mentale ou des symptômes, sans avoir le trouble nécessairement, ont beaucoup plus de risques de faire de la paralysie du sommeil. La statistique, c'est comme 8% dans la population générale, puis 40% chez les étudiants puis les personnes qui ont un trouble de santé mentale. Les étudiants, c'est surtout parce qu'ils n'ont pas un bon horaire de sommeil. Oui, c'est ceux qui ne dorment pas tout le temps quand ils ont des examens. My God. Bon. C'est ça, exactement. Donc, c'est vraiment plus commun chez ces personnes-là. Puis, c'est beaucoup, beaucoup plus commun aussi chez les personnes qui ont vécu un trauma. Donc, un événement traumatique, c'est des choses qu'on voit dans les cultures, dans les pays où il y a énormément d'agressions sexuelles ou des traumas, ça peut être des traumas de guerre. Je sais qu'au Cambodge, là, qui appelle le CAL, là, c'est très, très commun parce qu'ils ont vécu énormément de traumas à cause de la guerre. Donc, c'est très présent dans les populations qui sont plus vulnérables aussi, là. Et c'est une merveilleuse science que moi, ça me fascine complètement. Mais je suis quand même là pour les monstres. Alors, je m'en voudrais de ne pas te poser la question. Toi qui en as probablement vu et entendu des vertes, des mûres, des pas mûres. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont été rapportées? Tu n'as probablement pas le droit d'en parler, mais est-ce qu'il y a des choses qui t'ont été rapportées qui vraiment sont
en tant que paralysie du sommeil qui sont spectaculaires. Là. Tu fais comme, oh wow, ça, si ça m'arrivait, je capoterais ma vie. Est-ce qu'il y a des gros monstres, là, quelque chose de... Je cherche le Godzilla de la paralysie du sommeil. C'est ça que je cherche en ce moment. J'ai beaucoup de misère à répondre à ta question parce que moi, personnellement, je ne suis pas clinicienne. Ah, OK. Donc, j'ai pas eu d'expérience de personnes qui me le racontent. Moi, je suis chercheuse, donc je lis et je vois. Mais tu sais, si tu veux des exemples, il y a un exemple dans Moby Dick de paralysie du sommeil. C'est présent partout, puis tu sais, il y a beaucoup. Le grand-père de Darwin a fait, dans un de ses textes de naturaliste, là, a parlé de paralysie du sommeil. Dans la littérature, là, il y a énormément de récits de paralysie du sommeil. Nabokov, mais Nabokov qui a écrit Lolita, là, entre autres, là, qui était un grand insomniaque, faisait de la paralysie du sommeil. Donc, il y a des exemples, il y en a beaucoup. Je pense que moi, personnellement, j'en ai pas nécessairement. J'en ai vécu de la paralysie du sommeil, mais c'était soft quand même. Là. J'ai des ombres. Mais si on veut... Des gros monstres, là, j'ai pas d'histoire personnelle à raconter. Là. Mais si on veut trouver des exemples, il y en a tout plein dans la littérature. Absolument. Comme j'ai dit, là, dans Moby Dick, il y a un récit là, de paralysie du sommeil. Puis aussi, quand on comprend la paralysie du sommeil, on voit beaucoup de choses différemment. Moi, le film Exorcisme d'Emily Rose, je l'ai vu beaucoup de fois, étant adolescente, étant jeune. Puis là, soudainement, en me mettant à y repenser, je me dis, il y a tellement de choses dans ce film-là qui ressemblent à de la paralysie du sommeil, quand elle est poussée contre son lit, qu'elle entend, qu'elle voit des choses, il y a beaucoup de liens à faire. Donc, il y a des exemples comme ça, on peut en voir un petit peu partout quand on les regarde. Excellent. Excellent. Si on veut en apprendre plus sur les recherches que tu fais, ou est-ce qu'on peut te suivre quelque part? Est-ce qu'il y a un ouvrage quelque part qu'on peut lire? Les recherches sur la paralysie du sommeil, Internet, Google, Wikipédia là, sont vraiment bons pour parler de ça. Oui, parce que des fois, c'est pas toujours exact. Là, mais mais de ce que j'ai vu, c'est assez bon, là, les informations sur Internet. Moi, personnellement, j'ai pas de réseau social. Là, j'ai quitté le monde des réseaux sociaux. J'avais un blog, j'étais animatrice radio là, il y a plusieurs années, mais là, maintenant, je ne fais plus rien de ça. Est-ce que ça fait que tu dors mieux? je dors moins bien parce que j'ai un bébé, mais... De toute façon, tu n'es pas obligé d'avoir de médias sociaux non plus. C'est un choix et un droit, mais on est bien content d'avoir la chance de t'accueillir puis de pouvoir... Écoutez, ça me fait vraiment plaisir. Moi, parler de sommeil, de paralysie du sommeil, c'est quelque chose que je trouve tellement intéressant. Puis, c'est sûr que je suis un peu biaisée parce que je travaille là-dedans. Mais tu sais, le sommeil, c'est tellement mythique. Là, c'est un monde complètement différent. T'sais, on ferme les yeux, puis soudainement, on est transporté ailleurs. Moi, ça m'a passionnée quand je suis rentrée là-dedans, puis que j'ai vu que Crime le sommeil, c'est... Premièrement, c'est un champ de recherche que je ne savais pas du tout quand j'ai commencé mon parcours. Puis que ça peut allier de la science, de la psychologie, de la médecine, de l'anthropologie avec tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, ouais. là, avec la paralysie du sommeil, puis le lien avec toutes les cultures. Moi, le sommeil, c'est quelque chose, c'est mon dada. Je trouve ça très, très... écoute, c'est contagieux, puis merci parce qu'on en apprend vraiment. Pour moi, c'est allé beaucoup plus loin que ce que j'aurais pu imaginer. Alors, oui, mais tu sais, si vous réécoutez là, tous les podcasts que vous faites, vous pouvez voir des liens avec... moi, c'est ça, je m'étais comme donné comme défi de faire un lien dans toutes vos émissions avec la paralysie du sommeil. Bon, qui n'est peut-être pas le vampire, là, mais presque toutes les autres. Encore là, le sommeil érotique. Ça vient pas mal. Il y a peut-être des gens qui trouvent ça sexy, les vampires, dans leurs rêves les plus fous qui c'est. Moi, je suis pas mal sûr que la quantité de vampires de la paralysie du sommeil a octuplé depuis que Anne Rice a commencé à écrire. Et depuis que les gens ont écouté ce podcast-ci, j'imagine que ça va peut-être encore plus octupler. On ne sait jamais. Donc, vous nous écrivez en commentaire.
quand on fait un épisode de paralysie du sommeil, là, on a parlé beaucoup de comment prévenir, mais comment faire pour, une fois qu'on l'a vécu, là, c'est terrifiant, on imagine des monstres, mais c'est pas obligé d'être terrifiant ou d'être des monstres, c'est juste d'être conscient, de se dire, je suis correct, je suis réveillée, il se passe rien, c'est beau. Bouger les doigts, bouger les jambes. Ouais. C'était quelque chose qui était mentionné beaucoup dans les écrits. Là, je ramble puis je m'emporte. Arrêtez-moi. Mais c'était très mentionné dans les écrits anciens que pour arrêter ça, pour vaincre en fait l'esprit qui s'est emparé de notre corps et qui nous a paralysés, il fallait soit la prendre par les cheveux, parce que souvent c'était des démons femmes, là, la prendre par les cheveux ou la repousser ou dans des cultures, je me souviens plus, asiatiques quelconque, j'ai pas le détail, là, c'était de presser 3 fois le gros orteil sur le bout du lit et ça faisait partir là, l'esprit, le fantôme. Mais tu sais, c'est vraiment biologique. Si on bouge les extrémités, ça va repartir la machine tranquillement, alors que si on essaie de se lever, de crier, ça, c'est trop dangereux. Tu sais, pas trop dangereux, c'est trop gros. Tu sais, ça marchera pas. Fait que, juste c'est ça, c'est difficile. Mouvements, ça va repartir la machine. Wow! Ben merci, on a des trucs en plus. Ben oui, on a comment combattre. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas eu. Oui, tout à fait. C'est fantastique. Je t'aurais écouté parler pendant 1h15. Honnêtement, je peux parler pendant 1h15 si tu veux. Là. On pourra te réinviter. C'est certain qu'on va passer à autre chose. Puis, Caroline, ben voilà. Merci d'avoir été des nôtres. Ben, merci à vous pour ce podcast qui est très différent de tout ce qui existe, puis très, très informatif, même si c'est des monstres mythiques, mais c'est tellement réel en même temps. Ben, on veut aller dans le réel, justement, c'est souvent la source de l'imaginaire. Hein? Donc, voilà. Mais merci parce que c'est très complémentaire à tout ce qu'on a déjà couvert et c'était très précieux d'avoir ton apport dans l'émission. Ben, merci beaucoup de l'invitation. Ça fait plaisir. Et on va vous dire à la prochaine pleine lune.